Kosadi Kotoli. Nous allons écouter, n'est-ce pas, les missionnaires. C'est pour nous parler de la Constitution. Et qui parle de Constitution, parle de règles. Ensemble de règles qui régissent la vie d'une nation sur le plan économique, social et politique. J'appuie sur le mot politique parce que tout le jeu tourne autour de la politique. Donc, nous allons écouter leur exposé, nous allons écouter ce qu'ils vont nous présenter et si le temps nous le permet, nous allons donner la parole à quelques-uns, n'est-ce pas, pour donner des explications ou bien poser des questions sur ce qu'ils ont entendu ou ce qu'ils ont vu ce matin. Nous avons défilé toutes les commissions du CNT. Et au CNT, nous avons 8 commissions permanentes. Toutes les commissions sont passées auprès de la commission ad hoc et nous avons défilé le document article par article. Nous avons adopté. Ensuite, nous sommes passés en plénière. Pendant une semaine à huis clos, le document a été adopté par l'ensemble des 81 députés appelés conseillers nationaux de notre Parlement de la transition. Et puisque nous avons désormais ces documents, il est de notre devoir de revenir vers les non-populations, puisque nous avons dit au départ que nous allons écrire tous ensemble cette constitution pour vous présenter le contenu et ensuite vous écouter. Parce que le plus souvent, on dit quand tu fais une chose pour moi, sans moi, c'est que c'est contre moi. Ça ne vient pas de moi. Vous allez accepter. Donc, vous allez nous permettre de vous dérouler ce contenu. Je suis étudiant de la 5e année de médecine. Monsieur, je m'en vais commencer par vous remercier pour la qualité de votre exposé. Au début de votre exposé, vous avez dit que vous avez visité d'autres pays, comme la Côte d'Ivoire, le Bénin et autres. Maintenant, je voudrais connaître pourquoi vous avez visité ces pays, parce que vous avez dit que c'est pour tirer un peu de la Constitution afin de refaire aussi la nôtre. Et pourtant, il y a une constitution ici qui est préexistante ici qui est chez nous, comme la constitution de 1958, de 2000 et tant d'autres. Pourquoi ne pas réviser cette constitution-là? Pourquoi aller lier nos constitutions à d'autres pays, connaissant qu'on n'a pas les mêmes histoires politiques, parce que ces pays ont connu la guerre, et tant d'autres choses. Et pourtant, nous, on n'a pas su s'en faire à cette histoire. Donc, il faut comprendre ça. Donc, la question que je me pose, vouloir lier notre constitution. La question est comprise. Ok. Maintenant, la deuxième question, c'est. Laissez-le. C'est la couverture. Vous avez parlé de la couverture santé pour tous. Et connaissant que la Guinée, bien sûr qu'il y a des zones éloignées qui espace à nommer les oubliés de la République. Et ce n'est pas seulement que le discours qui peut faire la chose. Une fois maintenant, quelles sont les mesures que vous devez mettre en place pour venir un peu à ces personnes qui sont trop loin? C'est une très bonne question, mais je ne sais pas si vous avez suivi mon introduction. Sinon, j'ai bel et bien dit que nous avons eu plusieurs constitutions. Notre première action d'abord a été d'interroger ces constitutions-là, de 1958 à aujourd'hui. Nous avons regardé toutes ces constitutions et nous avons invité des juristes guinéens chevronnés qui sont venus présenter constitution par constitution les avantages et les inconvénients. Nous avons commencé d'abord par nous d'abord. Avant d'aller voir chez les autres, nous avons commencé d'abord par nous mirer à travers nos anciennes constitutions. Donc ça, j'avais déjà dit ça au départ, mais peut-être je n'ai pas pris assez de temps pour l'expliquer. Mais
je vous mets à l'aise que le symposium constitutionnel que nous avons organisé, et ça, nous remercions le président de la République qui était là, il est venu présider cette rencontre, là où nous avons invité toute la crème de l'Afrique et de la Guinée, ceux qui sont rompus par la rédaction des constitutions. Ce jour-là, ces consultants ont présenté toutes nos constitutions. Et vous avez le doyen Sima, que beaucoup connaissent ici, qui est un juriste chevronné. Il a été ministre de la Justice à des temps. Il a été un grand enseignant. Vous connaissez également le professeur Banou, qui est sociologue, qui est professeur, et tant d'autres juristes qui sont venus partager des expériences par rapport à nos différentes constitutions. Donc, nous sommes partis d'abord de là, avant d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Donc, ça, mettez-vous à l'aise. Maintenant, pour la deuxième question, qui concerne la couverture santé universelle. L'État est une puissance publique. D'abord, il faut exprimer la volonté que ce soit une obligation constitutionnelle. Quand c'est une obligation constitutionnelle, l'État est tenu obligé de dégager des moyens pour faire face à cette obligation, jusqu'au dernier village. Maintenant, comme vous l'avez dit, je suis tout à fait d'accord avec vous, ça peut se faire spontanément, tout comme ça peut se faire progressivement, en fonction des moyens. Mais aujourd'hui, nous avons une opportunité fabuleuse. Quelle est cette opportunité? Terminé pour moi. Simandou. Nous avons Simandou aujourd'hui qui constitue une opportunité. Nous avons d'autres opportunités également. Simandou va nous permettre d'avoir quelques moyens supplémentaires que nous n'avions pas avant. Donc, pour vous mettre à l'aise, le Parlement actuel de la transition a défini de 2025 à 2028 ce qu'on appelle un document de budget pluriannuel. Et dans ce document de budget pluriannuel, nous avons pris 3 priorités. La première priorité, c'est la santé. Donc, nous allons mettre les moyens colossaux dans la santé pour que cette volonté de la couverture sanitaire soit respectée. Donc, les ressources excédentaires que nous allons avoir avec Simandou vont être orientées aux infrastructures sanitaires, aux conditions sanitaires. Deuxième priorité que nous avons mentionnée dans ce document, c'est l'éducation. Je vous ai cité les quelques innovations que nous voulons faire. Parce que, d'abord, la Constitution dégage le principe. Quand vous dégagez le principe, la volonté politique, maintenant vous recherchez les moyens pour mettre en œuvre cela. Et nous avons des opportunités. C'est pourquoi le budget pluriannuel, priorité, santé. Deuxième priorité, éducation. Troisième priorité, les infrastructures. Nous en avons besoin. Donc, c'est ça. Au nom de Bamoussa, Oui. je fais la première année, Oui. pêche et aquaculture. Moi, je ne soutiens pas d'étudier dans ma langue, Oui. parce que si nous prenons la Guinée, on a plusieurs études ici. Oui. Maintenant, si on dit chacun va étudier dans sa langue, et que nous voulons une constitution qui va mettre les Guinéens ensemble, toujours la différence aussi va rester. Parce que chacun va soutenir sa langue au détriment de la langue des autres. D'accord. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Victor Karanou, je suis étudiant de la 3e année TCTA. Alors, moi, je soutiens le fait d'étudier dans sa langue maternelle. Parce que, avant de le dire, vous avez bien sûr précisé que le français ne serait pas avant nous. Contrairement à ce qu'il a dit, le vivre ensemble n'exclut pas que chacun garde son originalité en quelque sorte. Si on dit que les Guinéens doivent être ensemble, ça ne veut pas dire que les d'ici vont abandonner leur langue, les peuples, ainsi de suite, pour maintenir une langue commune, oublier nos réalités culturelles, nos mœurs, pour le cas de vivre ensemble. Pour moi, le vivre ensemble, il vient, chacun prend un peu de son côté, on associe pour faire quelque chose qui est adaptable à tout le monde
Et ainsi, on peut vivre ensemble. C'est pour cela que je soutiens que chacun apprenne sa langue maternelle aussi. Merci. Moi, c'est Collier, étudiant de la deuxième année TCTA. Monsieur, vous avez dit ici que garantir l'éducation des enfants jusqu'à 16 ans fait partie des unités de cette constitution. Oui. Est-ce une obligation pour les parents ou une charge pour l'État? Les deux. Les deux. Obligation pour les parents, obligation pour l'État. Bon, si on va bien, assez de nos amis ont abandonné les cours à moins de 16 ans. Pas parce que les parents n'ont pas pu les soutenir, mais parce qu'eux-mêmes n'ont pas pu étudier jusqu'à 16 ans. Parce qu'il y a certaines personnes, naturellement, qui ne comprennent pas les cours. Ils préfèrent apprendre un métier à bas âge en considérant que faire les études jusqu'à 16 ans pourrait être... Je vais vous aider, j'ai compris. Deuxième question. L'enseignement des langues nationales, pour moi, la question que je veux savoir là-bas, est-ce que si on prend par exemple une région comme Zérékolé où il y a plusieurs ethnies, est-ce que chaque ethnie aura sa langue enseignée à l'école ou on va prendre juste quelques langues de référence? C'est-à-dire, par exemple, on prend la forêt, on va prendre Guézi et ici comme langue de référence. Si, oui, d'abord c'est la question. Merci. Bon, pour la première question, vous avez posé par rapport à moi. Jusqu'à 16 ans, justement. L'obligation, comme je dis, l'obligation c'est pour l'État et les parents. Je m'explique. En fait, je sais que quelques personnes dans nous ont fait peut-être quelques pays en dehors de la Guinée, mais je vous dis une fois encore, si nous mentionnons cette volonté politique ici, c'est pour dire que si un parent est incapable d'envoyer son enfant à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans, l'État doit être le substitut, l'État doit prendre le relais obligatoirement. Ailleurs, si vous n'avez pas la possibilité d'éduquer votre enfant, l'État vous le retire. L'État le forme. Parce que c'est un citoyen du pays. C'est un décideur de demain. Donc on ne laisse pas ça seulement à la famille, cette charge-là. Nous savons qu'il y a des familles en situation difficile qui ne peuvent pas vraiment assurer l'éducation de leurs enfants. L'État doit venir obligatoirement en relais. Donc l'État doit assurer obligatoirement la formation de ces enfants jusqu'à 16 ans. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'avoir une base. Ça nous permet d'avoir des citoyens qui savent lire, écrire et compter. Et ça permet de relever le niveau de la société. Et ça permet d'éviter beaucoup de choses. Ça permet de faire le progrès et de faire vraiment décoller notre pays. Donc ça, c'est une volonté politique que nous mentionnons pour la première fois dans la Constitution. Et l'État va se donner les moyens pour assister aux familles pauvres par rapport à la formation et à l'éducation de leurs enfants. Ça, c'est obligatoire. Maintenant, un enfant qui a moins de 16 ans, il ne doit pas décider de laisser l'école ou pas. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs moyens, il y a plusieurs manières de l'intéresser par rapport à l'école. Donc, là, il n'a pas la décision personnelle. Vous savez, ailleurs, les enfants de moins de 16 ans, on les accompagne. Hein. Il y a une dame ici, je vous la présente, Madame, levez-vous. Elle est députée au Parlement guinéen, elle représente l'Angleterre, le Royaume-Uni. Elle a vécu près de 20 ans en Angleterre. Elle a des enfants là-bas, et en Angleterre, tout comme en France, asseyez-vous s'il vous plaît, c'est obligatoire que vous accompagniez votre enfant à l'école. Et vous êtes surveillé. Le jour, si vous faites 2 retards, si vous retardez 2 fois, ou bien vous retardez de venir chercher votre enfant, vous ratez même si c'est 30 minutes, vous répétez ça 2 fois, 3 fois, l'État vous retire l'enfant et le confie vraiment à un foyer qui s'en occupe parce qu'on dira que vous n'êtes pas responsable. Donc il faut qu'on arrive à cela. Il faut qu'on arrive à une société respectueuse. L'État doit jouer son rôle. Maintenant, la deuxième question, c'était quoi? Les langues. Les langues. Justement, vous savez, en Guinée, nous avons des alphabets. Il y a l'alphabet Ngo,
il y a l'alphabet Atlam qui écrit le Pula. Il y a un autre alphabet qu'on appelle Koresebeli. Ça, c'est en Basse-Guinée. Normalement, nos linguistes sont en train de travailler actuellement. C'est eux qui ont revendiqué cela. Hein. Les linguistes. Ils pensent qu'un enfant qui étudie sa langue nationale, sa langue maternelle, et qui maîtrise, peut exceller dans toutes les autres langues. Ils sont en train de faire des expérimentations. Mais une loi organique va déterminer les détails de cela. Vous comprenez? Notre souhait aujourd'hui, que dans la région forestière, qu'on utilise nos alphabets, c'est-à-dire Ko, Atlan, Ko, Resebeli, pour transcrire, pour enseigner le Kissi, pour enseigner le Guerger, pour enseigner le Kono, le Lélé, ainsi de suite. Mais c'est un choix individuel. Par exemple, il y aura, comme je vous ai dit, les linguistes sont en train de travailler, ils vont déployer des enseignants dans toutes les écoles. Ça sera comme on fait l'anglais. Peut-être une fois par semaine ou 2 fois par semaine, et tu choisis les langues là où tu vas étudier. Donc, pour cela, je pense que le problème ne se pose pas, et une loi organique va vraiment donner les détails de cela. Je m'appelle Victor Kamano, étudiant de la 3e année TCPA. Alors la première question, c'est à propos de la durabilité de la constitution dont vous avez dit là. Vous avez dit c'est prévu pour 30 ans au moins. Et moi j'aimerais savoir qu'est-ce qui garantit au fait la durabilité de cette constitution, sachant que plusieurs autres ont été rédigés dans le temps, qui était aussi prévu pour plusieurs années, comme celle de récente, la Constitution de 2020, qui n'a pas tenu 2 ans à peu près, c'est 1 année et quelques mois. Et qu'est-ce qui garantit réellement la durabilité? Qu'est-ce qui nous prouve que ce ne sera pas changé? La première réponse, c'est qu'il est écrit noir sur blanc dans cette Constitution que je vous invite à lire, que tous les citoyens guinéens ont la possibilité et ont l'obligation de défendre cette Constitution. Désormais, c'est écrit. Vous avez l'obligation de défendre cette Constitution. Mieux encore, la période de 30 ans que nous avons indiquée, c'est une période de sûreté. Nous savons qu'aucune Constitution ne peut rester sans modification, sans révision. Mais je prends l'exemple des États-Unis. Ils sont à plusieurs amendements, mais la Constitution n'a pas changé. Donc c'est ce que nous voulons aussi pour notre pays. Si nous prenons aussi la Constitution française, il y a eu plusieurs révisions. Mais toujours, la Constitution n'a pas changé. On peut réviser la Constitution sans pouvoir changer cette Constitution parce que déjà, il y a des verrous, il y a aussi des... Disons comment on appelle ça? Justement, vous m'avez prêté le mot. Il y a des intangibilités. C'est-à-dire les éléments fondamentaux de la démocratie. Nous savons, c'est l'alternance d'abord du pouvoir. Ça, c'est inviolable. Vous avez également la forme de la République. C'est une République unitaire. Ça, laïque, ça ne doit pas bouger. Il y a beaucoup d'éléments comme ça que la Constitution doit garantir. Maintenant, s'il s'agit de faire une révision pour adapter notre Constitution à un traité international, ça, on peut le faire. Donc, les 30 ans, c'est une période de sûreté. On a dit vraiment qu'on ne touche pas la Constitution. Il faut l'expérimenter. Parce que si vous avez une Constitution, chaque fois vous la retouchez, chaque fois vous la changez, vous la modifiez, vous n'avez même pas pris votre soin de l'expérimenter, c'est pas bon. Mais imaginez que dans 30 ans, vous serez des adultes. Si vous voyez vraiment des innovations qui cadrent avec le contexte du moment, vous pouvez envisager des révisions. Il y a des clauses par rapport à la révision de la Constitution, mais il y a une période de sûreté de 30 ans qui a été mentionnée pour garantir vraiment la durabilité de cette Constitution. Et
comme je vous ai dit, tout citoyen, qu'il soit organisé, qu'il soit individuel, est tenu obligé à défendre cette Constitution. Et nous avons aussi mis dans cette Constitution, si vous initiez un président de la République qui initie une révision, d'abord il doit faire un discours à la nation, il indique l'article qu'il veut modifier et il envoie des justificatifs. Et quand il fait ça, ça doit d'abord aller à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle doit se saisir de ce sujet et le valider et consulter toutes les autres institutions. Il faudrait que le collège des institutions valide cette révision avant que ça ne vienne maintenant à l'Assemblée. Et quand l'Assemblée aussi accepte de voter la révision, même si la révision a lieu, que le point passe ou le point ne passe pas, l'Assemblée tombe. Si c'est le gouvernement qui a initié la révision, le processus va être respecté. La révision, qu'elle ne passe pas, le gouvernement tombe. Et tous les membres du gouvernement qui ont participé à la révision de cette Constitution ne pourront pas avoir après un poste équivalent au poste qu'ils ont perdu. Ils pourront avoir un poste mais inférieur. Donc vous avez compris que les gens vont réfléchir d'abord, parce que le plus souvent, nous avons remarqué, le changement de constitution, on le fait, on accompagne un président, c'est pour que quand ça passe, que tu puisses avoir des récompenses. Mais imaginez, tu es directeur général de l'Institut, il accompagne une révision, la révision ne passe pas, et il perd son poste. Et il ne peut pas occuper le poste équivalent. Il faut qu'il descende. S'il était directeur général, il va être adjoint. S'il était adjoint, il devient un cadre simple. Il va réfléchir 2 fois. Donc c'est valable pour les membres du gouvernement, c'est valable pour le Parlement, et c'est valable pour n'importe quel cadre qui initie un changement de constitution. Donc ça, ce sont des éléments que nous avons mis, des verrous, pour garantir justement la durabilité de cette nouvelle constitution. Voilà, la seconde question, c'est la partie où vous avez parlé au fait des jeunes, de la présence, de la possibilité de candidature d'un jeune à la législature à partir de ses 21 ans. Maintenant, qu'est-ce qui va pousser, qu'est-ce qui est aussi prévu pour l'applicabilité de cela? Sachant que si tu as 21 ans et que tu veux te présenter à une législature alors que tu as peut-être ton père aussi qui est candidat par rapport à ça, et surtout on nous donne la possibilité de se présenter avec une candidature indépendante sans soutien de partis politiques. Déjà par les partis politiques, ce sera presque impossible de mettre un jeune de 21 ans devant pour représenter le parti, et sachant qu'il y a les papas qui sont là, qui sont plus âgés et plus expérimentés. Comment est-ce que ça va se passer? C'est ça. Merci. Concernant la candidature, et là également, il y aura une loi organique que nous allons élaborer. Et les conditions sont simples. C'est vrai, aujourd'hui, un jeune de 21 ans n'a pas les mêmes moyens qu'un adulte qui a déjà travaillé, qui a accumulé beaucoup de moyens. Certes, mais la base pour la candidature indépendante que nous avons définie, c'est l'obtention des signatures de parrainage pour 5%. Pour le moment, il y a une loi organique qui va déterminer cela, comme je vous ai dit, mais nous avons pensé qu'un parrainage d'un jeune avec un nombre de signatures, que je ne vais pas déterminer ici, des électeurs formellement inscrits sur la liste électorale, est déjà un gage de succès et d'accompagnement de ce candidat pour qu'il puisse se présenter aux élections. Donc ça, ce sont entre autres des facilités, mais que la loi organique va déterminer. Donc soyez-en rassurés que si nous avons voulu inclure les jeunes de 21 ans, nous allons également créer des conditions pour que ces jeunes de 21 ans, que nous savons, qui sont au début de leur vie active, puissent avoir
des fenêtres pour pouvoir participer à la prise de décision en étant député à l'Assemblée nationale. On a découvert que nous autres, qui avons appris par exemple en français dès le bas âge, et c'est un peu un traumatisme. C'est-à-dire que normalement, lire, écrire et compter, n'importe quelle langue au monde peut apprendre n'importe quel enfant à lire, écrire et compter. Toutes les langues du monde. Donc, peut-être qu'on arrivera à une réflexion à un moment donné, à faire en sorte, quel que soit le nombre de langues que nous avons dans notre pays, ne serait-ce qu'au cours élémentaire, quand nous étions allés à l'école primaire, il y avait ce qu'on appelait le cours élémentaire. C'était jusqu'en 3e année, je pense. Il y avait CE1, CE2. Donc, ce qui pourrait arriver, c'est s'organiser au niveau de chaque hameau guinéen, qui est une possibilité que l'État s'engage de façon soutenue à faire un enseignement public gratuit et obligatoire, et qui amènera chaque enfant dans son hameau à pouvoir étudier dans sa langue maternelle d'abord. C'est-à-dire lire, écrire, compter, c'est mieux que l'enfant l'apprenne dans sa propre langue. Qu'il ne subisse aucun traumatisme d'aller à l'école, être coupé de sa culture ambiante et être obligé d'apprendre à lire, compter et écrire dans une autre langue. C'est-à-dire que cette éducation de base-là, qu'on la lui donne dans sa propre langue d'abord. Maintenant, à partir du cours moyen, et là, moi je pense que ce qui serait bien pour notre pays, c'est de faire une éducation bilingue, tout de suite, anglais-français. Parce que l'avantage d'apprendre l'anglais à bas âge, et puis plus tard, c'est que le monde est devenu anglais. Et la science, la technologie, c'est d'abord en anglais. Parce que les États-Unis se sont mis beaucoup en avance sur l'ensemble du monde et les choses apparaissent là-bas d'abord, avant d'aller ailleurs. Peut-être que le mandarin aussi va à un moment donné s'imposer, parce que la Chine aussi est en train d'avancer à grands pas. Donc, c'est des choses qui vont évoluer. Ici, c'est le principe, et petit à petit, la réflexion va s'approfondir et l'État devra se donner les moyens d'aller vers ce qui est meilleur pour le pays. Vous avez parlé devant environ 2000 étudiants, c'est les représentants qui sont là, plus les classes préparatoires. Et vous avez le lien là-bas, le lien. Donc vous pouvez vous servir de ce lien pour compléter les informations sur la nouvelle constitution. Vous pouvez même participer, c'est écrit devant, hein? Donc vous pouvez participer. Je remercie tous les étudiants qui ont accepté d'être présents du début à la fin. Je remercie ceux qui ont intervenu, parce qu'il faut avoir cet esprit-là aussi. C'est un esprit constructif. Je remercie les honorables et nous sommes contents des fruits déjà. Concernant l'exposé que M. a effectué pour la nouvelle constitution, moi ce que je voulais savoir, la nouvelle constitution, elle freine quoi au niveau de la gestion du pays? Parce que chaque fois nous sommes confrontés à des détournements des fonds publics. Maintenant, cette nouvelle constitution, elle est là pour limiter cela aussi, ou elle ne fait que reflet à la maintenir, parce qu'il nous a parlé d'une durée de 30 ans. Maintenant, pendant les 30 ans là, parce que le pouvoir même en place, on peut dire que ce n'est pas un pouvoir qui est venu par des votes. Ils ne sont pas venus démocratiquement. Si une autre personne aussi arrivait avec une force majeure, est-ce que la même constitution ne serait pas encore modifiée? Alors il faudrait réviser la constitution présente, ou il faut encore une nouvelle constitution, en sachant que nous sommes dans un moment de transition. Salut, étudiant de la première année CCPA. Bon, vu tout ce qu'on a suivi là-bas, je vois qu'il y a une certaine loi. Bon, ils ont fait ça, mais ça ne peut pas être appliqué. Surtout où on parlait de 21 ans déjà de se présenter aux forces de députés. Je vois que déjà moi, j'ai fait 2 ans de faire ici d'abord à l'université. Est-ce possible
ça, bon, me présenter, étudier encore, me présenter à un poste. Bon, je vois que c'est quelque chose qui est impossible. Tu penses que toi-même tu as pris de retard pour tes études ou... Bon, d'une part aussi, il y a la responsabilité de l'État. Vu que j'ai un petit frère, il y a un certain âge, quand tu as ça, on te dit, si, bon, il faut avoir 11 ans déjà pour faire l'examen d'entrée à système. Et une chose qui ralentit, qui empêche certains d'avoir, c'est-à-dire de rester petit et avancer dans les études. Normalement, chacun est libre. L'âge que tu as, si ta tête peut tenir les études, on doit te laisser continuer tes études. Donc pour vous, la candidature indépendante à l'âge de 21 ans, ce n'est pas possible? Bon, selon moi. C'est bien, mais bon, je vois que c'est impossible. Vous avez suivi l'exposé du Conseil national par rapport à l'avant-projet de la nouvelle constitution. Qu'est-ce que vous avez tiré comme enseignement? Quels sont vos doutes? Bon, moi je crois que c'est bien déjà de venir exposer cela devant les étudiants, puisqu'on dit souvent qu'ils constituent le futur du pays. Bon, j'ai des doutes concernant ce débat parce qu'il n'a pas pu parler de tout, il n'a pas parlé du cadre politique concernant le mandat ou autre chose. Mais bon, j'ai aussi une requête, puisqu'il a parlé de la citoyenneté. Puisqu'on parle de la citoyenneté, pourquoi ne pas rendre le service militaire obligatoire? Par exemple, dès l'université, avant de soutenir qu'ils partent faire les services militaires, après revenir prendre le diplôme. Cela pousserait de plus les étudiants à connaître comment servir le pays. Cela enlèverait aussi l'esprit d'apatride pour les futurs citoyens du pays.